Cameroun, le grand retournement d'Issa Chiroma quand l'ancien griot du pouvoir devient le cauchemar du régime Biya. Au Cameroun, mes frères, quand le feu prend dans la maison du roi, même les courtisans commencent à chercher la sortie de secours. Oui, le drame a commencé. Et cette fois, ce n'est pas une rumeur de bar ni un débat de Facebook, c'est la réalité nue, brutale, servie chaude, sans couverture. L'homme qu'on croyait dompté, l'homme qu'on pensait définitivement apprivoisé par le système, Issa Chiroma Bakary, a décidé de tourner la table et de jouer une nouvelle partition. L'ancien défenseur du régime Biya est devenu son plus redoutable stratège. Et attention, mes chers abonnés, ce n'est pas une petite histoire de rancune personnelle. Non. C'est une opération politique bien ficelée, une manœuvre chirurgicale qui fait trembler les murs du pouvoir comme un séisme en pleine forêt d'étourdis. Vous vous souvenez de ce proverbe qu'on dit souvent au village? Quand tu nourris le serpent dans ta case, un jour il va te mordre avec les dents bien aiguisées. Eh bien, mes frères, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans notre belle République, le serpent qu'on nourrissait avec les miettes du régime est en train de lever la tête, prêt à cracher le venin de la vérité. Les signaux sont clairs. Après la présidentielle du 12 octobre dernier, le Cameroun n'a plus jamais retrouvé son calme. Chiroma, celui-là même qui était jadis la voix du pouvoir, revendique aujourd'hui la victoire. Oui, vous avez bien entendu, il réclame sa légitimité comme un héritage volé. Et pendant que le palais d'Etoudi essaie de faire comme si de rien n'était, le pays entier retient son souffle. Des procès-verbaux sortis des archives comme des fantômes, des marches pacifiques réprimées dans le sang, et maintenant, un mot d'ordre de ville morte qui met tout le pays en apnée. Le Cameroun tremble, mais pas à cause de la pluie ou du tonnerre, c'est le peuple qui se lève, c'est la peur qui change de camp. Et ce qui rend tout ça encore plus croustillant, c'est que celui qui mène la danse n'est pas un novice de la politique, c'est un vétéran, un survivant du régime, un stratège qui connaît chaque couloir du pouvoir, chaque porte dérobée, chaque secret d'État. Le régime le sous-estime? Eh bien, il a déjà 100 coups d'avance, comme aux échecs. Mes frères et sœurs, dans cette histoire, tout est drame, tout est symbole. Le Cameroun est comme une marmite de maïs sur le feu, ça bouillonne, ça déborde, et personne ne sait si le couvercle va tenir longtemps. Pendant que les anciens chefs de terre s'agitent avec des mégaphones pour supplier le peuple de retourner au travail, Chiroma, lui, avance tranquillement dans sa stratégie, sûr de lui, convaincu que la légitimité populaire finira par écraser la légalité du pouvoir. Alors oui, les choses ont changé. Le régime, qui jadis se croyait intouchable, sent désormais la terre trembler sous ses pieds. Et le peuple, longtemps spectateur, commence à comprendre que quelque chose de grand est en train de se jouer. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de stratégies et de secrets bien gardés. Chaque mot, chaque geste, chaque silence a un sens caché. Ce n'est pas une simple querelle politique, c'est une bataille de légitimité, une guerre froide à la camerounaise où la vérité et le pouvoir se regardent droit dans les yeux. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, prenez juste un instant. Abonnez-vous à Camé News, la seule chaîne qui vous livre l'actualité camerounaise sans anesthésie. Activez la cloche de notification, aimez cette vidéo et dites-nous déjà en commentaire, selon vous, Issa Chiroma agit pour la justice ou pour sa vengeance personnelle. Parce qu'ici, sur Camé News, on ne vous sert pas les nouvelles fades et sans goût. Ici, on vous cuisine la vérité avec du piment, du satirique, et du 100% camerounais même. À mes chers abonnés de Camé News, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures avec une corde de plantain s'il le faut, parce que ce qu'on va vous servir ici, ce n'est pas d'une dolée, c'est du feu pur. La partie 1, c'est le début du drame, le chapitre où tout commence à sentir le roussi, où la politique camerounaise sort ses griffes pendant que le peuple, lui, regarde avec la bouche ouverte. On va parler de comment Issa Chiroma Bakary, l'homme des 1000 discours et des 100 retournements, est devenu la nouvelle épine dans le pied d'un régime qu'il a lui-même longtemps défendu. Bienvenue dans le Cameroun du paradoxe, le pays où les anciens griots du pouvoir se réveillent un matin avec une conscience neuve, comme s'ils avaient bu le café de la vérité. Quand le vent tourne, même le coq du village commence à chanter autrement. Il faut dire la vérité, mes frères, dans ce Cameroun-là, tout le monde connaît Chiroma. Le gars a traversé plus de régimes qu'un soldat de garnison. Tantôt ministre, tantôt opposant, tantôt porte-parole du gouvernement, il a toujours su sentir d'où venait le vent politique. Un vrai baromètre de Yaoundé. Mais cette fois-ci, le vent-là a tourné trop brusquement, et il a failli emporter même les perruques politiques les mieux fixées. Imaginez la scène,
un ancien porte-voix du pouvoir qui, du jour au lendemain, se transforme en opposant farouche, dénonçant les magouilles, les fraudes, les complots, les trahisons électorales. On aurait dit un film nigérian version Yaoundé Connexion. Et pendant que le peuple se gratte la tête, les grands du régime, eux, serrent les dents. Parce que quand un ancien confident commence à parler, c'est souvent les secrets les plus croustillants qui sortent. ITB, le revenant politique. Oui, Issa Chiroma Bakari, alias ITB, a fait un retour fracassant. On le croyait fini, usé, fatigué par les années de service au gouvernement. Mais non. L'homme est revenu, et cette fois, pas pour défendre le pouvoir, pour le dénoncer avec la même énergie qu'il mettait à le justifier. C'est là que le Cameroun entier s'est arrêté, hein? Chiroma? Contre le régime? Même les mototaxis ont failli freiner brusquement. Et pourtant, c'est bien lui, debout, micro à la main, accusant la machine électorale de fraude, de mensonge, de confiscation de la volonté populaire. Le Camerounais moyen a eu un vertige. Parce que chez nous, quand un fidèle du régime se met à parler comme un opposant, c'est qu'il a vu quelque chose que les autres ne veulent pas voir. Mais attention. Chez le Camerounais, la mémoire est longue et la confiance, courte. Beaucoup se demandaient, Chiroma parle pour le peuple ou pour lui-même. Et là, mes frères, commence tout le sel de cette histoire. Les élections qui ont allumé le feu. Revenons un peu en arrière. Tout part de la fameuse élection présidentielle, celle-là même où les bulletins ont circulé plus vite que les résultats. Pendant que le peuple attendait le verdict des urnes, le pouvoir, lui, préparait déjà le scénario. Et quand les chiffres officiels sont tombés, beaucoup ont cru à une blague, certains candidats ont eu moins de voix que les membres de leur propre parti. Les Camerounais ont ri jaune, mais Chiroma, lui, n'a pas ri du tout. Il a vu là une humiliation politique. Lui, l'ancien ministre, le grand défenseur du système, recalé comme un étudiant distrait à l'examen. Et c'est là que le déclic s'est produit. Quand le régime n'a même pas daigné lui accorder un siège symbolique, il a compris que dans ce système-là, même la loyauté finit par coûter plus cher que la trahison. Alors il a explosé. Il est sorti du silence, comme un volcan qui dormait depuis trop longtemps. Et quand il a commencé à parler, c'était du lourd, du vrai, du jamais entendu depuis des années. Ce régime a trahi la démocratie, il a manipulé les résultats, il a tué la vérité des urnes. Mes frères, dans un pays où même la vérité a peur de sortir la nuit, ce genre de phrase, c'est une bombe nucléaire. Quand Chiroma découvre les joies de l'opposition. Et depuis ce jour-là, ITB est devenu le cauchemar des communicants du régime. L'homme qui hier encore traitait les opposants d'irresponsables, les voilà maintenant ses camarades de lutte. Ah, la politique camerounaise, c'est vraiment un sport de retournement artistique. Les ministres d'hier se sont transformés en conférenciers d'aujourd'hui. Les chaînes de télévision qui l'accueillaient pour défendre le pouvoir lui tendent maintenant le micro pour l'entendre le démolir. Et l'homme, dans son style théâtral habituel, ne rate pas une occasion de frapper fort. Le peuple camerounais mérite mieux que des mensonges répétés depuis 40 ans. Ceux qui le connaissaient comme ministre regardent leurs écrans avec des yeux ronds, c'est bien Chiroma, non? Oui, c'est bien lui. Mais cette fois, il a changé de costume, de porte-parole de la République, il est devenu porte-parole de la colère nationale. Le régime en panique, les faucons en colère. Et pendant ce temps, du côté du pouvoir, c'est la confusion totale. Certains essaient de minimiser, c'est un vieux monsieur frustré. D'autres s'inquiètent, mais il connaît trop de choses. Parce que voyez-vous, Chiroma n'est pas un simple politicien de quartier. Il a vu les dossiers, il a entendu les conversations, il connaît les secrets d'État, les véritables chiffres, les alliances de coulisses. Alors quand il parle, même les murs du palais ferment les oreilles. Les ministres actuels se regardent entre eux comme pour dire, et si demain, c'est moi qui explose aussi. Car au Cameroun, la loyauté au régime, c'est comme une assurance auto, tant que tu paies, tu es couvert. Dès que tu contestes, on t'efface. Et c'est exactement ce qui arrive à ITB. Ses proches sont mis sous surveillance, ses réunions interdites, ses déplacements contrôlés. Mais plus on l'étouffe, plus sa voix porte. Quand le peuple redécouvre Chiroma. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que le peuple, lui, commence à écouter. Même ceux qui l'insultaient hier commencent à se dire, finalement, ce vieux-là, il dit vrai. Parce qu'il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Il parle de manipulation,
de peur, de confiscation du pouvoir, d'un système qui ne veut jamais passer la main. Et dans un pays où la parole est surveillée, entendre ça de la bouche d'un ancien ministre, ça fait un effet de tonnerre. Les Camerounais rigolent, mais avec un rire amer. Ils disent, quand tu es dedans, tu dis que tout va bien. Quand on te sort, tu dis que tout brûle. Mais malgré les moqueries, quelque chose change dans l'air. Le discours de Chiroma, c'est comme une fissure dans un mur, petit au début, mais bientôt, tout l'immeuble risque de s'écrouler. Le retour du débat politique. Et oui, mes chers abonnés, le retour de Chiroma sur le terrain politique a réveillé quelque chose qu'on croyait disparu depuis longtemps, le vrai débat public. Les Camerounais recommencent à parler politique dans les marchés, dans les bars, dans les mototaxis, dans les salons de coiffure. Les gens se posent des questions, comparent les discours, échangent, débattent. Et ça, c'est ce que le régime déteste le plus, un peuple qui réfléchit. Parce que quand le peuple réfléchit, il devient dangereux. Et Chiroma, qu'on le veuille ou non, a rallumé cette flamme. Conclusion de la partie 1. Ainsi donc, mes chers abonnés, le réveil de Chiroma n'est pas un simple épisode d'actualité. C'est un signal fort, une secousse politique, un avertissement pour tout un système. Quand même les fidèles commencent à se rebeller, c'est que le temple a des fissures. Et comme on dit chez nous, quand le coq chante à minuit, c'est que le matin est déjà en route. Alors la grande question demeure. Est-ce que Chiroma est sincère ou juste blessé? Est-ce que c'est un patriote repenti ou un stratège blessé dans son orgueil? Le débat est ouvert. Mais une chose est sûre, le Cameroun politique ne sera plus jamais le même après ce retour-là. Et vous, mes chers abonnés de Camé News, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous croyez à la sincérité de ce revirement ou bien c'est encore un film camerounais bien monté? Parce que dans ce pays, mes frères, même la trahison a souvent un plan de carrière. À mes chers abonnés de Camé News, accrochez-vous bien, parce que ce qu'on va décortiquer ici, c'est la partie 2, le moment où le Cameroun est devenu un gigantesque théâtre à ciel ouvert. Le rideau s'est levé sur une scène de marche pacifique, mais très vite, la pièce s'est transformée en tragédie nationale. Et comme toujours, chez nous, quand la politique commence à chauffer, même les vendeurs d'eau glacée se transforment en journalistes de terrain. Bienvenue dans le Cameroun des marches pacifiques qui finissent en course-poursuite, le pays où on dit « manifester pacifiquement », mais où tu finis souvent au poste avec ton t-shirt déchiré et ton téléphone confisqué. Quand ITB choisit la rue comme salle de conférence. Après avoir publié ses procès-verbaux et revendiqué sa victoire, Issa Chiroma, ITB, comprend vite que les chiffres, c'est bien, mais les foules, c'est mieux. Alors il décide d'aller chercher sa légitimité là où elle vit, dans la rue, chez les gens, dans la sueur du peuple. Le message est clair, si le régime ne veut pas entendre les urnes, il va écouter les pas. Et là, mes frères, c'est le Cameroun tout entier qui s'est levé. De Douala à Bamenda, de Garoua à Eboloa, les rues ont commencé à vibrer comme les gradins d'un stade pendant un match des Lions indomptables. Les slogans fusaient, les pancartes s'agitaient, les jeunes scandaient, la vérité des urnes ou rien. C'était beau, presque historique jusqu'à ce que la République sorte son arsenal préféré, les gaz lacrymogènes, les matraques, et les pics UPS remplis de policiers nerveux. La marche pacifique devient guerre de nerfs. Au début, les manifestants marchaient tranquillement, certains avec des drapeaux, d'autres avec des pancartes écrites à la main, style « Nous voulons la vérité ». Mais dans ce Cameroun-là, même le mot « vérité » devient subversif. Alors la police arrive, pas pour encadrer la marche, non, pour la transformer en marathon. Les lacrymogènes pleuvent comme la pluie de saison, les manifestants courent dans tous les sens, les journalistes se cachent derrière les arbres, et les vieux cris, on dirait les années 90 sont revenus. Les forces de l'ordre, qu'on devrait appeler forces de désordre organisé, entrent en action avec une précision militaire. Un commandant crie, dispersez-les. Mais disperser quoi? Des citoyens qui réclament juste le respect des urnes? On arrête des jeunes, on enferme des femmes, on matraque même les curieux qui filmaient la scène pour TikTok. Et dans la confusion, des blessés, des morts encore une fois, la politique camerounaise écrit ses pages avec des larmes. Les réseaux sociaux s'embrasent. Les vidéos circulent, montrant des foules paniquées, des policiers excités, des corps qu'on ramasse dans la poussière. Le régime nie, comme d'habitude, aucun incident majeur n'a été signalé. Cesser le pouvoir confond ordre public et peur du peuple. Le régime, dans sa logique, pense que toute manifestation est une menace. Chez nous, on dit,
quand on a peur du vent, on ferme les fenêtres même en saison chaude. C'est exactement ce que fait le pouvoir, il ferme, il bloque, il interdit. Mais plus il interdit, plus la colère monte. Parce que le Camerounais, quand on lui dit « ne sors pas », il demande « pourquoi ». Et quand la réponse ne vient pas, il sort quand même. Les autorités parlent de sécurité, mais dans les faits, c'est la panique qu'on voit. Les gouverneurs publient des communiqués interdisant les rassemblements. Les préfets multiplient les réunions d'urgence. Les ministres apparaissent à la télévision pour accuser les ennemis de la République. Mais en vérité, les seuls ennemis visibles, ce sont les tanks dans les rues. Et ce qui devait être une simple revendication devient un symbole. Car dans un pays où on interdit même les marches pacifiques, c'est le droit lui-même qui marche vers la sortie. ITB piège le régime dans sa propre brutalité. Mais attention, ne pensez pas que ITB agit au hasard. L'homme connaît bien les ressorts du pouvoir camerounais, il sait que le régime ne sait pas dialoguer, il sait réprimer. Alors, il tend le piège. En appelant à des marches pacifiques, il place le régime devant un dilemme. Soit le pouvoir laisse marcher, et le peuple montre sa force dans la rue. Soit le pouvoir réprime, et il prouve qu'il a peur. Dans les deux cas, c'est ITB qui gagne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les arrestations, les bastonnades, les gaz lacrymogènes, tout cela s'est retourné contre le régime comme un boomerang. Le monde entier a vu les vidéos. Des ONG ont dénoncé la répression brutale. Les ambassades ont exprimé leur inquiétude. Et pendant ce temps, ITB, depuis un lieu tenu secret, envoie ses messages, restez calme, restez debout. Le peuple écoute, et la peur recule. Le pouvoir voulait casser la contestation, il l'a renforcée. Parce qu'à force de frapper les gens, on finit par réveiller leur dignité. Les prisonniers de la contestation, quand la peur devient gloire. Pendant que les marches se poursuivent, les arrestations se multiplient. Des leaders locaux, des militants, des simples citoyens, tous sont embarqués. Certains disparaissent pendant des jours, d'autres réapparaissent avec des bleus, d'autres ne reviennent jamais. Mais là encore, le régime commet une erreur stratégique. En mettant des gens en prison, il les transforme en héros. Les Camerounais commencent à citer leurs noms comme des légendes, celui-là, on l'a arrêté à Bonabéry. Celle-là, elle a refusé de signer la déposition. Chaque détenu devient une graine plantée dans la conscience collective. Et plus la répression s'intensifie, plus le mouvement se structure. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du pouvoir autoritaire, plus il veut faire taire, plus il donne la parole. Le monde entier regarde. Les journalistes étrangers commencent à s'intéresser à ITB. Les chaînes internationales en parlent. Et pendant que les Camerounais pleurent leur mort, le régime perd ce qu'il voulait le plus protéger, sa légitimité morale. La rue comme tribunal populaire. À ce stade, la rue n'est plus une simple avenue, c'est devenu un tribunal populaire. Chaque Camerounais y vient déposer sa plainte, contre la misère, contre l'injustice, contre l'arrogance du pouvoir. Et dans ce tribunal-là, le juge, c'est le peuple. Le verdict est silencieux, mais il fait trembler tout le système. Parce qu'un régime peut contrôler la presse, les élections, les institutions, mais pas la colère de la rue. Et c'est là que ITB a frappé fort, il a réussi à transformer la colère individuelle en mouvement collectif. Chaque marche, chaque slogan, chaque arrestation renforce le sentiment que le peuple existe, que le pouvoir, malgré sa force, ne peut pas tout faire. Quand les forces de l'ordre découvrent qu'elles aussi font partie du peuple. Et puis, détail croustillant, même dans les rangs des forces de sécurité, certains commencent à douter. Des policiers murmurent, mais c'est nos frères qu'on frappe là. Des gendarmes disent, on obéit, mais on n'est pas fiers. Car quand la répression devient routine, la conscience finit toujours par se réveiller. Et c'est ce que le régime redoute le plus, que la peur ne fasse plus effet, même chez ceux qui la portent. Conclusion de la partie 2. Au final, mes chers abonnés, ces marches pacifiques réprimées n'ont pas seulement marqué un tournant politique, elles ont dévoilé le vrai visage du Cameroun d'aujourd'hui, un peuple qui n'a plus peur, et un pouvoir qui ne sait plus écouter. Le sang versé dans les rues a transformé ITB en symbole, et chaque marcheur en témoin de l'histoire. Le régime a voulu étouffer la contestation, mais il a soufflé sur les braises de la résistance. Et vous, chers abonnés de Camé News, dites-moi en commentaire. Croyez-vous encore que la paix peut venir sans justice? Pensez-vous que marcher pour ses droits est un crime? Parce qu'ici, au Cameroun, on dirait que réclamer la vérité,
c'est devenu une infraction punie par la démocratie elle-même. Kame News, là où la vérité marche, même quand on lui tire dessus. À mes chers abonnés de Kame News, asseyez-vous bien, servez-vous un bon thé chaud ou un peu de foléré glacé, parce que la partie 3 qui arrive là, c'est le cœur même du film, le moment où la politique quitte les bureaux climatisés pour venir s'asseoir au marché. Ici, on ne parle plus de discours ni de bulletins de vote, on parle de ventre vide, de poches sèches et d'économie bloquée. C'est la fameuse stratégie des villes mortes, le plan le plus audacieux d'Isachiroma, ITB, l'arme silencieuse d'un peuple qui a décidé de combattre non pas avec des machettes, mais avec des cadenas sur les boutiques. Bienvenue dans la nouvelle école de la résistance, la grève sans bruit, le combat sans cri, la rébellion du silence. Quand ITB invente la politique de la chaise vide version marché central. L'idée paraît simple, si le pouvoir tire sa force de l'argent du peuple, eh bien, le peuple n'a qu'à fermer le robinet. C'est ce que ITB a compris plus vite que tout le monde. Il s'est dit, pourquoi marcher sous les balles si on peut simplement rester chez soi? Et boum, le mot d'ordre tombe, ville morte. En une nuit, la décision se propage comme un feu de brousse. Les commerçants ferment, les mototaximens garent leurs engins, les callbox ferment leurs cabines, même les coiffeuses qui n'ont jamais raté un samedi décident de fermer le salon. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, tout le pays entre dans un silence étrange, un silence qui fait plus de bruit que 1000 discours. Les ministres paniquent, eux qui aiment faire des tournées économiques, ils se retrouvent seuls dans leur cortège climatisé, saluant des rues vides. Les marchés ressemblent à des cimetières, les écoles sonnent creux, et même les chiens des quartiers dorment trop, parce qu'il n'y a plus personne à aboyer. La fameuse paix du Cameroun prend soudain un autre visage, la paix du vide. Le régime perd ses repères, quand le pouvoir mendie la normalité. Et c'est là, mes frères, que le théâtre devient comédie. Le régime, habitué à brandir les matraques et les menaces, ne sait plus quoi faire devant une rébellion silencieuse. On peut disperser une marche, mais comment disperser le vide? Comment arrêter quelqu'un qui reste tranquillement chez lui? Comment menacer un commerçant qui refuse juste d'ouvrir sa boutique? Alors, on voit des scènes surréalistes, des préfets descendent dans les marchés avec des mégaphones, criant « Reprenez vos activités. Le président a besoin de vous. » On dirait des vendeurs de « Baume François » en campagne de désespoir. Même certains anciens tout-puissants chefs de terre deviennent subitement des animateurs de rue, suppliant les gens de sortir, d'acheter, de vendre, de sourire. Mais personne ne bouge. Parce que cette fois, le peuple a découvert le vrai pouvoir du silence. Les réseaux sociaux deviennent le quartier général de cette résistance. Les internautes filment les marchés vides, les banques fermées, les routes désertes. Des vidéos circulent partout, on voit un ministre arriver dans une ville morte, accueilli par le vent. Un autre ministre essaie de donner un discours devant des chaises vides. Même les policiers n'ont plus qui arrêter. Certains finissent par jouer au foot entre eux dans la rue, juste pour tuer le temps. L'économie tousse, les finances éternuent, et le trésor public cherche un mouchoir. Ce que beaucoup n'avaient pas prévu, c'est que cette grève du silence allait frapper là où ça fait le plus mal, dans le portefeuille de l'État. Les recettes fiscales chutent brutalement, les marchés publics se figent, les recettes douanières baissent. Et quand l'argent ne rentre plus, c'est tout le système qui tremble. Les ministères commencent à repousser les paiements. Les collectivités locales se plaignent, on ne peut plus collecter les taxes, les gens refusent de payer. Même les agents d'Elecam, d'habitude 6 sur 2, se demandent s'ils seront payés le mois prochain. Les sociétés d'État voient leurs chiffres virer au rouge. La Sonel, ou ENO, n'arrive plus à collecter les factures. La Camwater ne reçoit plus ses paiements. Les impôts ne rentrent pas, les exportations ralentissent, et le FMI commence à tousser dans ses rapports. Bref, le pays ressemble à une marmite au feu sans couvercle, ça bout, ça éclabousse, et personne ne sait quand ça va déborder. Et dans tout ce désordre, le régime fait semblant de sourire. On annonce à la télévision nationale que l'économie reste solide, pendant que les commerçants vendent leurs dernières provisions en cachette pour survivre. Les ministres parlent de résilience alors qu'ils ne savent plus comment payer leurs propres chauffeurs. Les Camerounais, eux, observent, amusés, donc même le pouvoir aussi a besoin de nos beignets pour respirer. Les conséquences sociales, quand la peur change de camp. Mais attention, mes frères. Cette stratégie des villes mortes n'est pas juste économique. C'est psychologique, moral, symbolique. Pour la première fois, c'est le pouvoir qui a peur. La peur a changé de camp.
Avant, c'était le peuple qui craignait les balles et les arrestations. Aujourd'hui, c'est le régime qui craint le silence du peuple. Parce que quand un peuple arrête de parler, c'est qu'il est en train de réfléchir, et ça, c'est plus dangereux qu'une manifestation. Les fonctionnaires se murmurent entre eux, et si ça continuait comme ça? Les commerçants disent, on a déjà souffert, autant aller jusqu'au bout. Et dans les quartiers, les conversations changent. Avant, on disait, ce pays-là ne changera jamais. Maintenant, on dit, ce pays-là est en train de changer, doucement, mais sûrement. Même les partisans du régime commencent à douter. Certains députés évitent de retourner dans leur circonscription, de peur d'être accueillis par des huées. Les hauts fonctionnaires ne se pavanent plus dans leurs voitures de luxe, ils roulent désormais avec les vitres teintées pour éviter les regards. La peur politique change de visage. Et le peuple comprend qu'il n'a pas besoin de machette ni de kalachnikov, il lui suffit de fermer la boutique, de rester chez lui et d'attendre. L'État au bord de l'asphyxie, le pouvoir découvre la dépendance du peuple. Vous voyez, mes chers abonnés, un régime, c'est comme un arbre, il paraît solide, mais ses racines dépendent de la terre. Et cette terre-là, c'est le peuple. Quand la terre se retire, même le grand arbre s'effondre. C'est ce que le pouvoir découvre brutalement avec les villes mortes, sans les taxes, sans les marchés, sans les activités, l'État devient un géant sans jambes. Les caisses se vident. Les gouverneurs supplient. Les ministres téléphonent jour et nuit. Le président, lui, observe, enfermé dans son silence, pendant que le peuple, sans un mot, lui montre qu'il détient la vraie clé de la République, l'économie quotidienne. Le pouvoir avait oublié une chose simple, ce ne sont pas les uniformes, ni les discours, ni les décrets qui font vivre un pays, c'est le citoyen ordinaire, celui qui vend le pain, conduit le taxi, balaie la rue, paie les impôts. Et ce citoyen-là vient de prouver, sans armes ni violence, qu'il peut faire trembler tout un système. Le Cameroun entre en résistance silencieuse. Alors oui, cette stratégie des villes mortes, c'est une leçon magistrale de politique camerounaise. Elle montre que le peuple a compris le jeu. Plus besoin de casser pour être entendu. Plus besoin de marcher pour exister. Il suffit parfois de ne rien faire, et le régime panique. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon satirique de Kamenius, le silence bruyant du peuple. Et dans ce silence, tout le monde entend la même chose, le Cameroun réclame une nouvelle ère. Pas une rébellion, mais une respiration. Pas un chaos, mais une renaissance. Conclusion de la partie 3. Au final, mes frères, ITB a compris que la vraie arme du peuple n'est pas dans la rue, mais dans le quotidien. Ce n'est pas le cri qui fait peur au pouvoir, c'est le calme. Parce qu'un peuple qui ne parle plus, c'est un peuple qui prépare son mot final. Et vous alors, chers abonnés de Kamenius, que pensez-vous de cette stratégie? Est-ce que c'est le début d'une nouvelle indépendance du peuple, ou une bombe à retardement pour l'économie? Dites-le nous en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, ici, on ne fait pas la politique pour plaire, on la raconte pour comprendre. Kamenius, la vérité sans micro, mais avec beaucoup de volume. À mes chers abonnés de Kamenius, attachez vos ceintures parce qu'on entre maintenant dans la partie 4, celle où le théâtre devient opéra, où chacun chante sa vérité avec le micro de la nation en main. Oui, c'est ici que la bataille entre l'égalité institutionnelle et légitimité populaire se transforme en une sorte de match de catch politique à ciel ouvert. D'un côté, le régime Biya, vieux lion qui n'a plus toutes ses dents mais qui rugit encore, de l'autre, Issa Chiroma, ITB, le challenger du peuple, qui a troqué la cravate contre la rue et la salle de réunion contre les mégaphones. Et au milieu, un pays tout entier, debout, assis, fatigué, mais toujours lucide, qui regarde ce spectacle en se demandant, « Seigneur, le Cameroun là va finir comment ?» Le régime, l'État c'est moi, mais le peuple c'est vous. Du côté du pouvoir, on sort les grands discours. On rappelle la Constitution, les lois, les institutions, les articles, les alinéas, tout le code civil s'invite dans la conversation, sauf le bon sens. Les ministres apparaissent à la télé, bien assis dans leur fauteuil en cuir, pour dire que tout va bien dans la République, pendant que les marchés sont vides et que les mototaximens dorment sur leurs engins faute de clients. Le régime parle de stabilité, mais oublie que la stabilité sans justice, c'est juste une chaise cassée qu'on soutient avec une pierre. Et pendant que le peuple grogne, certains dignitaires commencent à se contredire, les uns disent que tout est sous contrôle, les autres avouent à demi-mot que le pays souffre. Et là, mes frères, on comprend que même dans la maison du pouvoir, il y a des fissures. Parce que quand un régime commence à supplier le peuple de retourner au travail,
c'est que le peuple a pris le pouvoir sans même entrer au palais. ITB, le stratège qui joue aux échecs avec un régime en domino. Pendant ce temps, ITB ne dort pas. L'homme observe, calcule, ajuste, et avance comme un joueur d'échecs qui a déjà prévu 10 coups d'avance. Après l'épreuve des PV et les marches réprimées, il passe à la stratégie de l'économie. Si tu ne veux pas entendre la voix du peuple, tu vas sentir son silence. Et quel silence! Les villes mortes font trembler les ministères. Les recettes chutent, les camions stagnent, les marchés sont muets. Même les vendeurs de beignets font grève par solidarité. ITB transforme chaque Camerounais en acteur politique, sans armes, sans violence, juste avec le pouvoir de rester chez soi. Et pendant que le régime cherche qui arrêter, il découvre qu'on ne peut pas mettre en prison tout un pays. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ce jeu-là n'est pas un simple bras de fer, c'est une guerre de psychologie. ITB joue avec le temps, avec l'opinion, avec les nerfs du pouvoir. Il sait qu'un régime autoritaire déteste deux choses, le ridicule et le silence. Et quand les gens refusent de sortir, ce n'est pas seulement la circulation qui s'arrête, c'est la légitimité du régime qui cale au rond-point de la vérité. Les institutions entre deux feux, silence, on détourne. Dans cette bagarre de géants, les institutions sont comme ces enfants qu'on envoie chercher du bois pendant que les parents se disputent. Le Conseil constitutionnel, et les CAM, le Sénat, l'Assemblée, chacun attend de voir de quel côté le vent tourne avant de parler. Ce silence institutionnel devient assourdissant. Certains hauts fonctionnaires, d'habitude si loquaces, deviennent soudain muets comme des poissons dans un étang asséché. Les gouverneurs n'osent plus sortir sans escorte, les préfets se découvrent des ulcères gastriques, et même les directeurs de sociétés publiques prient pour que les villes mortes se terminent avant la fin du mois, sinon, leurs salaires aussi seront morts. Et dans tout ça, le peuple regarde. Il rit, mais il rit jaune. Parce qu'au fond, tout le monde sait que si le pays est bloqué, c'est le petit commerçant, le taximan, la ménagère et l'étudiant qui paient le prix fort. La légitimité populaire, c'est beau sur le papier, mais sur le terrain, c'est la débrouille qui devient l'arme de survie. La diaspora et les observateurs, le Cameroun sur la scène du monde. Ah, la diaspora. Ces Camerounais du dehors qui suivent chaque vidéo, chaque communiqué, chaque manifestation comme une série Netflix à suspense. De Montréal à Paris, de Bruxelles à Yaoundé, chacun y va de son analyse. Les uns disent, enfin, un vrai mouvement populaire. Les autres répliquent, attention, c'est dangereux, on risque le chaos. Et pendant ce temps, les observateurs internationaux se contentent de phrases diplomatiques du genre, nous suivons la situation avec une grande préoccupation. Traduction, on regarde, mais on ne touche pas. Même l'Union africaine, fidèle à son style de tortue prudente, promet une mission d'évaluation qui arrivera sûrement quand tout sera déjà fini. Mais le vrai jugement, mes chers amis, ne vient ni de Paris, ni de Washington, ni d'Addis Abeba. Il vient des Camerounais eux-mêmes. Car aujourd'hui, la légitimité ne se compte plus en décrets ou en discours, mais en battements de cœur. Et chaque Camerounais, qu'il le veuille ou non, est devenu un électeur permanent du futur de ce pays. Un face-à-face dangereux mais inévitable. La vérité, c'est que ce bras de fer entre ITB et le régime Biya, c'est un peu comme deux éléphants qui se battent dans un champ de mil, c'est toujours le mil qui souffre. Le régime a la force, ITB a le peuple, mais au milieu, il y a le Cameroun, fragile, fatigué, mais toujours debout. Le risque, c'est que cette guerre de légitimité devienne une guerre d'usure. Que chacun campe sur sa position jusqu'à ce que plus rien ne fonctionne. Et là, c'est le chaos qui s'invite. Mais il y a aussi l'espoir, celui de voir naître un dialogue honnête, une sortie de crise par le haut. Parce qu'à force de jouer au chat et à la souris, on oublie que le peuple, lui, n'est ni chat ni souris, il est la maison. Et quand la maison brûle, tout le monde devient pompier. Conclusion de la partie 4. En fin de compte, mes frères, cette affaire de légitimité et de légalité, c'est comme l'histoire du coq et du tambour. Le coq chante pour annoncer le matin, mais c'est le tambour qu'on entend dans les cérémonies. ITB chante, le peuple danse, et le régime, lui, tape sur le tambour de la loi pour couvrir le chant du coq. Mais attention, quand le peuple décide de chanter plus fort que le tambour, le pouvoir doit choisir entre écouter ou se boucher les oreilles jusqu'à l'explosion. Alors dites-moi en commentaire, selon vous, le Cameroun a-t-il besoin d'un dialogue, d'un duel, ou d'un miracle? Parce qu'à ce rythme-là, même les anges hésitent à descendre avec leurs ailes. Camé News, ici, on ne fabrique pas les vérités, on les décortique avec le couteau du peuple.
Conclusion, clôture percutante et appel à l'engagement. Pour conclure, ce n'est pas forcément celui qui a les clés du palais qui gagne, mais celui qui parvient à convaincre la majorité que ces clés lui appartiennent. Le Cameroun est aujourd'hui à la croisée des chemins, transition par la négociation, enlisement dangereux ou sortie incertaine mais nouvelle. Et vous, cher public, pensez-vous que la légitimité se construit dans la rue ou dans les textes? Écrivez-le dans les commentaires, dites-nous pourquoi, et surtout, aimez si vous voulez que Kame News poursuive ses enquêtes, et abonnez-vous pour recevoir nos reportages exclusifs. Avant de partir, une dernière question pour vous lancer, si demain une ville décide de rester ouverte malgré l'appel, est-ce un acte de courage, de trahison, ou de survie? Répondez en bas, la discussion commence ici. Kame News, on vous apporte les faits, on ajoute le sel, vous décidez du plat.